Bonjour Vera Nikolski, on vous retrouve aujourd'hui pour parler de votre livre Féminicène. Donc vous êtes, je lis sur la quatrième de couverture, hein, vous êtes normalienne, titulaire d'un DEA de sciences sociales et d'un doctorat en sciences politiques. Et en fait, vous avez fait un livre, un essai, que moi je qualifie de féministe, vous me direz si vous reprenez cela. Donc voilà, bonjour, merci d'être avec nous, et puis peut-être pouvez-vous vous présenter un petit peu plus complètement que ce que je viens de faire. Oui, bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation et pour cette petite présentation. Oui, en effet, la présentation est exacte. En général, on essaie de porter des choses exactes en quatrième de couverture. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est un livre féministe, en tout cas moi je le perçois comme tel, même si je ne donne pas la même définition du féminisme peut-être que celle à laquelle on a davantage l'habitude aujourd'hui. D'accord. Alors, Féminicène, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre, en fait, qui, selon moi en tout cas, étudie les conditions d'avènement de l'émancipation des femmes au cours de l'histoire de l'humanité. Et donc, le but de cette analyse historique de l'émancipation des femmes est de faire, en fait, de la prospective, en vérité, et de réfléchir, en fait, à ce qu'il se passerait en termes d'émancipation des femmes si les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui et qui nous paraissent naturelles se mettaient à brutalement changer, évoluer négativement, ou si voilà, on avait moins d'accès à la technologie, mais on verra ça un petit peu plus tard. Donc, une des thèses de votre livre est que la domination masculine initiale, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, donc on remonte vraiment au début de l'humanité, n'est pas le fait d'une véritable volonté de domination des hommes sur les femmes, mais plutôt d'une stratégie collaborative de survie dans un contexte donné. Vous faites ensuite l'historicité de cette asymétrie entre les hommes et les femmes qui nous aide à comprendre la domination masculine des chasseurs-cueilleurs jusqu'à nos jours. Vous montrez que l'asymétrie entre les hommes et les femmes à l'époque des chasseurs-cueilleurs est, je l'ai dit, une stratégie de survie. Cette stratégie a été adoptée à cause non pas de la supériorité de l'homme sur les femmes, mais des spécificités biologiques des hommes et des femmes et de leurs avantages comparatifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces spécificités biologiques des hommes et des femmes qui ont présidé à la division sexuelle du travail, comme vous le dites, à l'époque des chasseurs-cueilleurs et puis peut-être jusqu'à nos jours? Oui, alors pour préciser peut-être, pour que la démarche du livre soit tout à fait claire pour vos lecteurs, euh, ce livre, il part en fait d'une insatisfaction. Je le dis au début, le récit officiel, le récit habituel qu'on donne de l'émancipation des femmes, quand on regarde le déroulement des événements historiques, ne semble pas tout à fait satisfaisant. On présente souvent l'émancipation des femmes comme le produit de lutte, comme le produit de mobilisation, comme le produit d'une volonté d'émancipation de la part des femmes qui se serait traduite par des actions de pression euh, de réclamation des droits leur auraient été accordés à la suite de ces mobilisations. Mais quand on regarde l'histoire des pays occidentaux, on remarque une disjonction entre ces deux ordres de phénomènes. Effectivement, il y a eu des femmes qui ont protesté, bien entendu, des femmes qui se sont mobilisées, mais ça a toujours été des mobilisations réduites, sectorielles, locales, et il n'y a pas eu d'action concertée globale forte avec des moyens de pression véritables qui auraient pu conduire à un changement de situation, disons, par la force ou par un rapport de force. Donc, en fait, c'est un peu un mystère. Donc, le livre part ce que j'appelle une énigme. Nous avons cette émancipation des femmes qui se produit sans qu'il y ait eu une véritable lutte pour ces droits, disons une lutte concrète avec des vrais moyens de pression et des résultats observables avec une chaîne de cause à conséquence. Donc je suis effectivement allée regarder du côté des conditions plus structurelles. Qu'est-ce qui a changé dans notre société qui peut expliquer cette émancipation? Et c'est ce Alors qui m'a juste, amené. Oui. une petite parenthèse, Vera, juste pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'en fait, souvent, effectivement, vous avez raison, il y a une fable qui nous raconte que ce sont les luttes féministes qui ont conduit à l'avènement de l'émancipation des femmes. Et vous dites, en fait, effectivement, il y a eu quelques agitations, il y a eu quelques revendications, mais pas de quoi, en fait, faire plier le système de domination masculine qui était en place, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on regarde des mobilisations sociales, des grèves, des blocages, des grandes manifestations, quand on regarde des luttes pour la libération nationale qu'on peut mener des pays occupés ou des pays colonisés, on se rend compte qu'une lutte, c'est quelque chose de, comment dire, c'est quelque chose, c'est une action d'ampleur qui implique de grands moyens et un rapport de force qui est violent souvent, qui est dur
Et il en faut beaucoup pour faire plier les personnes qui détiennent un pouvoir ou qui détiennent des privilèges. On l'observe tous les jours. Ce n'est pas parce qu'il y a une petite manifestation, une petite mobilisation que d'un coup des droits sont accordés. Donc, en l'absence d'une grande action d'une telle ampleur, il est un peu étrange, effectivement, de voir alors les hommes collectivement ou le pouvoir institutionnellement favorable aux hommes, de voir ce pouvoir céder des parts entières de privilèges aux femmes sans y être contraint, en fait. Oui, donc je suis allée regarder du côté du changement des conditions structurelles et c'est ça qui m'a amené en fait à apporter un regard long sur l'histoire pour comprendre qu'est-ce qui a déterminé au départ la domination masculine ou l'inégalité entre les sexes pour comprendre ce qui ensuite a pu au contraire la remettre en cause. Donc vous avez raison, je remonte loin à la préhistoire, ce qui est normal parce que l'histoire de l'inégalité entre les hommes et les femmes, elle aussi remonte très loin. Aussi loin qu'on porte le regard, on ne voit que des sociétés inégalitaires. Alors, il serait très inexact de dire qu'elles le sont toutes également. Il y a des degrés très divers d'inégalité. Il y a des sociétés plus ou moins inégalitaires où le statut de la femme est plus ou moins dégradé par rapport à celui de l'homme. Mais toutes les sociétés se caractérisent par un déséquilibre. Donc, remonter aux origines, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé au départ de l'humanité. Donc, comme vous l'avez dit, une division sexuelle du travail qui caractérise toutes les sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs, tant les sociétés qu'on a pu observer par l'ethnologie à partir du 19e siècle que les sociétés qu'on a essayé de reconstituer à partir des quelques petits vestiges qu'on a de cette époque du Paléolithique. Et en effet, dans une période, dans une époque très longue, où la productivité du travail est très faible, où les outils sont quasiment absents, sont très rudimentaires, eh bien, la division du travail se fait selon le seul principe rationnel dont disposaient les êtres humains, c'est la différence de leur corps. Le corps qui est un élément matériel, qui est l'un des outils de travail, le premier outil de travail de l'être humain. Eh bien, ces corps ne sont pas organisés de la même manière chez l'homme et la femme parce que nous sommes une espèce sexuée. C'est la différence de leur rôle dans le processus reproductif qui détermine la différence de leurs organismes. Donc, la femme engendre dans son propre corps, c'est elle qui porte les enfants, c'est elle qui les nourrit. L'homme engendre dans le corps d'autrui, donc il ne porte pas les enfants, donc il n'est pas affecté par les changements réguliers de sa vitalité, de sa force de travail, de sa mobilité aussi, parce que c'est très important, contrairement à la femme. Donc, je fais l'hypothèse, mais je ne suis pas du tout la seule, suivant de nombreux anthropologues, mais aussi des philosophes comme Simone de Beauvoir, par exemple, l'une des icônes du féminisme, que c'est ces avantages comparatifs, comme je les appelle dans le livre, relatifs à chaque sexe. La femme peut reproduire la force de travail par la reproduction. L'homme est doué d'une force physique en moyenne supérieure et d'une mobilité constante qui a déterminé cette première division du travail où les hommes se sont spécialisés dans la chasse au gros gibier notamment. Les femmes pouvaient chasser occasionnellement ou du petit gibier, mais le gros gibier était réservé aux hommes parce qu'il impliquait de longs déplacements loin du campement, qui étaient inaccessibles aux femmes qui soit étaient affectées par des grossesses, soit avaient des petits-enfants à nourrir et ne pouvaient pas s'absenter trop longtemps. Parce qu'à cette époque, les enfants étaient allaités beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui et donc dépendaient très fortement de leur mère. Donc effectivement, au départ, il y a des éléments, on peut dire objectifs ou matériels, neutres moralement, qui ressortent de l'efficacité de la survie du groupe. Mais ce que je dis dans mon livre, et c'est très important parce que parfois les gens l'oublient, ce n'est pas l'un ou l'autre. L'idéologie ou l'élément symbolique, l'élément moral se greffe tout de suite sur ces éléments matériels et c'est immédiatement que ces différences sont traduites en normes. Donc, puisque l'homme est, disons, mieux adapté pour effectuer certaines tâches et la femme d'autres, eh bien, c'est que c'est bel et bon et c'est comme ça que ça doit être. Donc, cette spirale idéologique, elle se met en place probablement immédiatement ou en tout cas très tôt, ce qui, bien sûr, permet sa reproduction ensuite pendant les siècles et les siècles. Du coup, il y a une espèce de dialectique entre les deux, en fait. Mais du coup, entre les deux, est-ce qu'elles sont à égalité comment dire, dans les raisons, en fait, de la domination de l'homme par la femme, ou est-ce que il y en a une qui est plus importante que l'autre? Est-ce que les conditions matérielles sont plus importantes, ou est-ce que l'idéologie à laquelle elle donne vie est plus importante? Je veux dire, est-ce que d'ailleurs cette importance a été la même tout au long de l'historicité, en fait, de cette domination homme-femme? Alors, je vais
commencer par la fin de votre question, oui, elle a globalement été la même tout au long de l'histoire jusqu'à un certain moment, et sur ce moment, on va revenir un peu plus tard, jusqu'au moment où tout change. Très récemment, il y a un petit quart de millénaire. Mais tout au long de l'histoire, en effet, ces conditions matérielles qui déterminent cette inégalité se sont perpétuées. On peut même dire qu'elles se sont aggravées dans un premier temps, notamment au moment de la révolution néolithique, ce qui explique peut-être que certains imaginent un passé avant cette révolution néolithique où il régnerait le matriarcat, il y aurait des sociétés égalitaires et tout ça, ce qui ne semble pas être le cas. Mais en effet, la révolution néolithique aggrave la domination masculine, l'inégalité entre les sexes, parce que ce moment où les hommes se sédentarisent, où l'agriculture apparaît, c'est aussi le moment où les femmes commencent à faire beaucoup plus d'enfants. Elles commencent à faire plus d'enfants parce que avec la sédentarisation, il y a la balance énergétique qui change. Donc les intervalles entre les grossesses se réduisent. Elles en font plus aussi parce qu'elles peuvent les sevrer plus tôt. Grâce à la culture des céréales, on peut donner aux enfants de la bouillie, ce qu'on ne pouvait pas faire dans les sociétés de nomades. Et puis, c'est une société qui a besoin de bras. L'agriculture a besoin de bras. Et donc, tout concourt à multiplier les grossesses. Donc, les femmes commencent à faire beaucoup plus d'enfants. C'est la première transition démographique qui s'accompagne malheureusement d'une augmentation également de la mortalité. L'augmentation de la mortalité parce que les gens vivent plus densément. Euh, et il y a aussi il y a donc toute l'insalubrité, la qualité de l'eau, etc. Et puis, c'est aussi l'apparition des zoonoses. La révolution néolithique, c'est le moment où de nombreux virus passent des animaux domestiqués vers l'homme. Et donc, les enfants commencent aussi à mourir beaucoup plus. Donc, on en fait plus, il y en a plus qui meurent. Donc, finalement, après un premier accroissement de la population, on passe à un régime très stationnaire où la population augmente peu, mais les femmes sont obligées de faire beaucoup d'enfants parce que beaucoup d'enfants meurent. En fait, à partir de ce moment et jusqu'à très récemment, jusqu'au 19e siècle, à peu près un enfant sur deux ne survit pas jusqu'à l'âge adulte. Et comme un enfant sur deux ne survit pas à l'âge adulte, les femmes doivent en faire beaucoup, et puis elles en font beaucoup de toute façon, ce qui les immobilise encore plus et les empêche encore plus de participer à des travaux de force ou à la vie de la cité. Donc, les conditions matérielles restent jusqu'à la révolution industrielle. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elles sont plus importantes que l'idéologie? C'est une question qui n'a pas vraiment de sens en tant que telle. C'est comme vous l'avez dit, c'est une dialectique entre les deux. L'idéologie empêchait en fait une existence égalitaire entre les hommes et les femmes, même là où les conditions auraient peut-être permis des exceptions. D'accord. C'est-à-dire que l'idéologie, elle met une seconde couche et souvent absurde. Les femmes sont par exemple exclues des activités valorisantes comme la politique, la science, la médecine, etc., alors même qu'elles auraient très bien pu y participer. Ce ne sont pas des activités de force, ce ne sont pas des activités qui exigent une mobilité importante. Donc il n'y a pas de raison matérielle pour toutes les interdictions, mais c'est vraiment un mix entre les deux qui se fait et qui se maintient pendant les siècles, mais les conditions matérielles constituent le socle. Elle constitue la base qui fait que cette idéologie prospère partout. C'est ce qui explique, à mon avis, son universalité. Comme il n'y a pas vraiment d'exception, c'est qu'à la base, il y a quelque chose d'objectif, de matériel qui le détermine. Et à mon avis, ce sont ces éléments matériels qui empêchent les femmes d'avoir une existence égalitaire avec les hommes. Et donc tout ça change au moment de la révolution industrielle, à partir de la révolution industrielle, qui fragilise la base matérielle de la domination masculine. Et comme elle la fragilise, eh bien, tout devient possible. C'est-à-dire que l'idéologie peut elle aussi changer. Ça ne veut pas dire qu'elle change immédiatement, c'est pas mécanique, mais elle peut s'écrouler Ouais. parce que les conditions matérielles qui la soutiennent ne sont plus réunies. D'accord. Alors pour terminer avec cette partie du livre, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que alors j'ai deux questions. La première, enfin, c'est peut-être plutôt même une affirmation. La première, c'est de dire que finalement, si au départ il y a eu une domination masculine, c'est une tautologie, mais enfin de l'homme sur les femmes, c'est pas dans une espèce de mauvaise volonté des hommes qui souhaitaient absolument dominer, comme on nous le présente de manière un petit peu trop caricaturale parfois. Il y avait des raisons plus objectives que ça, en tout cas en sous-bassement, comme vous l'expliquez. Vous êtes d'accord avec ça ou Oui, c'est je à suis nuancer tout à fait encore? d'accord avec ça. Je pense que c'est ce qui
peut-être est embêtant dans le livre que j'ai écrit pour certains courants néo-féministes, il y a effectivement au départ une situation moralement neutre. Il y a une espèce qui est sexuée, qui doit survivre et qui s'organise en fonction des spécificités de chaque sexe. Néanmoins, je suivrai Simone de Beauvoir dans sa réflexion, quand elle réfléchit à cette origine. Elle dit une chose qui me semble très importante, mais ça concerne les femmes en tant que les hommes. Elle parle de l'espèce humaine en tant que telle. Elle se demande, comme vous, pourquoi est-ce que ces différences se sont traduites en domination? Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas juste se compléter harmonieusement en se respectant les uns les autres et en étant tout à fait égaux? Et elle parle de l'impérialisme de l'âme humaine. Effectivement, l'être humain n'est pas que bon et il n'est pas que rationnel. Donc, à partir d'une situation objective où il y avait des raisons de préférer cette organisation à une autre, il y a cette doublure idéologique qui se greffe et effectivement, tout avantage est exploité pour devenir une source de domination sur l'autre. Donc, l'homme exploite ce monopole, par exemple, de la violence des armes qu'il s'arroge parce qu'il s'occupe de la chasse et de la guerre. Et oui, il exploite cet avantage et il le pousse plus avant tout au long de la civilisation en excluant effectivement les femmes de toute une série d'activités valorisantes et en leur conférant juste un statut, une espèce de destin social. La femme est réservée à la procréation, aux affaires domestiques, etc. Donc là aussi, c'est dialectique. Il n'y a pas à l'origine de malignité spéciale de l'homme par rapport à la femme, mais il y a l'espèce humaine qui possède cette caractéristique qu'elle tend, si elle n'est pas encadrée, à transformer des avantages en source de domination. D'accord. Et dernière question sur cette partie du livre, avant d'avancer et de voir un petit peu comment s'est passée l'émancipation des femmes. Euh, Vous parliez dans votre intervention précédente effectivement d'exception. Et très souvent, quand on parle de ces sujets-là, vous avez beaucoup de gens qui vous disent non, mais il y a eu des sociétés où les femmes étaient aux commandes, où les femmes voilà dominaient dans la société, ce qui montre bien qu'en fait le patriarcat que vous montrez et la prédominance des hommes sur les femmes n'est pas un invariant en fait. On aurait pu faire autrement. Qu'est-ce que vous pensez de ces argumentations-là? Comme je l'ai dit au début, il y a eu des sociétés très différentes, avec des degrés très différents d'inégalité entre les hommes et les femmes. Mais parler de société égalitaire et encore plus de société matriarcale ou de société où les femmes auraient dominé, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'exemple documenté. Il y a des spéculations. Il y a des écrits, souvent d'ailleurs de militantes féministes ou de chercheurs avec une forte composante idéologique, dans le bon sens du terme, probablement, qui essaient de le montrer, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'éléments probants qui le montreraient. Ce qu'on trouve, c'est des exemples, comme vous dites, isolés. Oui, il y a des exemples de femmes qui chassaient à la préhistoire, il y a des exemples de femmes qui étaient guerrières à certaines périodes du Moyen Âge, des exemples très isolés. C'est-à-dire que ce sont vraiment des squelettes qui se comptent par unité qu'on a pu retrouver et qui sont tout à fait possibles parce qu'effectivement, les femmes prises individuellement, il n'y a absolument rien qui les empêche ni de faire de la chasse, ni même de s'occuper des affaires militaires dans certaines circonstances qui impliquent notamment souvent le célibat ou la stérilité, l'absence d'enfants et puis une certaine forme physique. Ça a tout à fait pu exister, la fameuse tombe de la guerrière Birka, etc., qui a fait beaucoup parler d'elle. Cependant, c'est un peu comme imaginer que le cas de Jeanne d'Arc dit quelque chose de la condition féminine à son époque. Effectivement, Jeanne Ouais. d'Arc a existé, Jeanne d'Arc a fait la guerre, elle aurait pu être enterrée dans son armure d'ailleurs, si l'histoire s'était déroulée autrement. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'époque de Jeanne d'Arc, statistiquement, les femmes faisaient la guerre ou que les femmes étaient émancipées. Collectivement, en tant que groupe, tant que la société restait largement agraire et que la productivité du travail était faible et que les femmes étaient obligées de faire beaucoup d'enfants, eh bien, collectivement, elles ne pouvaient pas accéder à ce genre d'activité de façon régulière. D'accord. Alors on va avancer et donc vous montrer que l'émancipation des femmes est assez récente, l'émancipation qu'on connaît telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle a commencé il y a environ 150 ans. Et donc vous montrez dans votre livre en fait que l'émancipation des femmes intervient à l'ère de l'Anthropocène. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est déjà l'Anthropocène et puis comment se fait-il que l'émancipation des femmes s'est grandement accélérée à ce moment-là? L'anthropocène, c'est une nouvelle notion, une espèce de néologisme qui a été mis en circulation récemment.
d'abord par les géologues et les spécialistes du climat, et puis ensuite, elle a très vite migré vers d'autres disciplines, notamment vers les sciences sociales, vers l'histoire, parce que c'est une notion très commode. C'est un mot qui est fabriqué sur le modèle des autres vocables qui désignent des âges géologiques, Pléistocène, etc., Holocène. Et donc, Anthropocène, donc Anthropos, C'est l'être cool, humain, féminicène d'ailleurs. absolument, d'où le titre du livre. Donc, Anthropocène, l'âge de l'homme, on désigne par là l'ère, l'époque, à partir de laquelle, enfin, dans laquelle les êtres humains ont commencé à marquer de leur empreinte leur environnement d'une manière décuplée. C'est-à-dire où les traces de l'activité humaine se retrouvent dans la terre, dans les sédiments, dans le climat, au niveau de la planète entière. Alors, il n'y a pas d'accord sur les limites temporelles de l'Anthropocène. Il y a débat. On peut le dater du début de la révolution néolithique, où on commence à cultiver l'environnement avec l'agriculture. On peut le dater de la jonction du nouveau et de l'ancien monde. Enfin, il y a vraiment un débat. Mais la date qui fait comment dire, qui fait peut-être pas consensus, mais qui semble la plus commode, en tout cas pour les historiens, c'est indubitablement la révolution industrielle. La révolution industrielle avec l'invention de la machine à vapeur, ou disons le brevet sur la machine à vapeur, puisque la réinvention de la machine à vapeur, et les débuts de l'industrialisation en Occident. Parce que c'est le moment où, avec le recours massif à l'énergie, aux énergies fossiles, d'abord le charbon et puis le pétrole, l'humanité commence à réellement décupler son empreinte, à avoir une empreinte beaucoup plus importante sur son environnement. Et c'est aussi le moment, quand on observe des courbes qu'on peut tracer, qui caractérisent la vie de l'humanité, et bien toutes ces courbes s'envolent. Il y a ce recours à l'énergie au départ de cette envolée, l'utilisation de l'énergie par habitant. Il y a la population, et il y a aussi le revenu par habitant, le PIB par habitant. C'est-à-dire tous ces indicateurs qui, avant, jusqu'à la révolution industrielle, étaient quasiment stationnaires. Toute l'histoire, les courbes étaient au ras des pâquerettes. Elles étaient quasiment horizontales. Et il y avait un accroissement, mais il était très très faible. Il était très lent et il était marqué par des mouvements d'oscillation. Ça montait, ça descendait, bon an, mal an, etc. À partir de la révolution industrielle, ça monte en flèche. Et il y a une envolée de toutes ces courbes qui s'accélèrent encore à partir de 1945. Donc, on appelle ça la grande accélération quand on parle de l'Anthropocène. Donc, c'est une période où tout change pour les êtres humains et notamment tout leur environnement matériel se transforme de fond en comble. C'est-à-dire il faut imaginer il y avait plus de similitudes entre le monde du début du XVIIIe siècle et l'époque romaine qu'entre le début du XIXe siècle et aujourd'hui. Tout notre environnement, toutes les actions quotidiennes, tout ce que les êtres humains effectuent du matin au soir dans leur vie, change à ce moment-là. Donc, l'anthropocène, c'est vraiment une notion très commode. Et pourquoi le titre du livre? J'anticipe peut-être votre question parce que vous l'avez effectivement dit dès le départ, féminicène, ça ressemble à anthropocène. Eh bien, cette notion anthropocène, donc je l'ai dit, elle est explorée par beaucoup d'historiens. Et ces historiens remarquent souvent que c'est une notion un peu insatisfaisante. C'est-à-dire dire anthropocène, c'est mettre tous les hommes dans le même sac, dire voilà, c'est l'homme avec un grand H, mais qu'est-ce que l'homme avec un grand H? Qu'est-ce qu'un habitant riche des États-Unis a avec un pauvre habitant au Bangladesh? Pas grand-chose au niveau de son empreinte, notamment sur l'environnement. Et donc, il y a des tentatives de nuancer cette notion d'anthropocène en disant non, il faut parler plutôt de capitalocène parce que c'est l'action du capital, du capitalisme qui se développe à la même période, ou de thanatocène parce que ça coïncide avec la destruction de la nature, etc., etc. Donc, il y a des déclinaisons comme ça de cette notion. Et je me suis rendu compte, en lisant la littérature, que personne n'avait remarqué que la même période coïncide avec une autre donnée lourde, c'est-à-dire que c'est la première époque, la première période de l'histoire, qui correspond à cette émancipation des femmes durable, collective et étendue géographiquement. Et donc, voilà, Féminicène, c'est un clin d'œil à Anthropocène, c'est aussi un petit clin d'œil au livre de Sandrine Rousseau qui s'appelle Par-delà l'Androcène, où elle essaye de montrer avec deux co-auteurs que finalement, toutes les atteintes à l'environnement sont dues essentiellement aux hommes avec un petit h, parce que effectivement, ce sont plutôt les hommes qui ont mené cette industrialisation du monde, cette exploitation marchande du monde.
Donc, un peu en miroir, j'ai essayé de montrer que l'Anthropocène, c'est aussi l'ère qui a permis aux femmes d'accéder à l'indépendance. D'accord. Et donc, du coup, eh bien, vous montrez, comme vous l'avez dit, que l'émancipation des femmes, enfin, dans sa version accélérée et qui a à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, du coup, a démarré à l'Anthropocène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les conditions matérielles et technologiques majeures, du coup, qui ont émancipé les femmes? Je crois que vous parlez de la médecine, vous parlez également de la dévaluation de la force des hommes par la machine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, l'Anthropocène, ou disons, pas l'Anthropocène en tant que tel, mais les conséquences de l'industrialisation ont une importance majeure, je l'ai dit, pour tous, parce qu'elles changent notre environnement. Elles ont une importance pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants. On pourrait détailler pour chacun. Mais elles ont une importance particulière pour les femmes, pour toute une série de raisons. Donc, d'abord, vous venez de le dire, ce recours massif à l'énergie dévalue la force physique, l'importance de la force physique qui a été l'une des composantes, pas la plus importante, mais l'une des composantes de l'inégalité entre les hommes et les femmes à un âge où la force physique comptait euh, euh, comme facteur de productivité. L'énergie rend les machines beaucoup plus puissantes que l'homme. Euh, les véhicules avancent plus vite, les pelleteuses font le travail plus vite, etc. Donc, le travail physique n'est plus un obstacle, la force physique n'est plus un obstacle pour les femmes pour accéder à n'importe quel métier. Et surtout, avant ça, parce qu'elles ne sont pas nombreuses à se précipiter pour travailler dans l'industrie, mais au niveau symbolique, cette dévaluation de la force physique sape l'une des composantes, disons, de cette domination masculine. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième élément très important, c'est que la révolution industrielle, l'industrialisation, euh, apporte de la technologie dans notre quotidien. Si vous regardez autour de vous, vous verrez dans votre appartement, votre maison, énormément d'appareils, énormément voilà, d'objets d'électroménager qui rendent votre vie beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et c'est également le cas dans l'espace public. Dès qu'on sort, on est entouré de machines qui travaillent pour nous. Et le fait est que dans l'espace domestique, le travail qui est pris en charge par ces appareils était auparavant exercé par les femmes en majorité. Tout ce qui relève de la nourriture, tout ce qui relève de l'entretien des vêtements, tout ce qui relève de l'entretien du foyer revenait aux femmes. Donc cette technologisation du foyer leur libère du temps, tout simplement, réduit le temps consacré aux tâches domestiques. Et puis surtout, ce temps consacré aux tâches domestiques, il se réduit parce que une grande partie des activités sont carrément externalisées. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui avant étaient faites à l'intérieur du foyer par les femmes, la confection des vêtements, par exemple. Avant, chaque ménagère cousait les vêtements pour elle, pour son mari, pour ses enfants, les reprisait, etc. Désormais, presque personne ne le fait, sauf des très bonnes couturières que j'envie profondément. On va au magasin et on s'achète des vêtements qui sont fabriqués quelque part dans des usines qui sont construites grâce toujours à ce recours à l'énergie. On prépare beaucoup moins nos aliments. On ne les fait pas croître dans notre jardin. La société, au fur et à mesure qu'elle s'industrialise, elle met aussi en place une division du travail croissante. Donc la division sociale, pour le coup, du travail, entre différents corps de métier, fait que une très grande partie des choses qui avant étaient faites à l'intérieur de chaque famille sont maintenant faites ailleurs. Donc le temps que les femmes étaient obligées de consacrer quotidiennement au maintien juste de leur foyer, de la force vive de leur famille, se réduit considérablement. Donc il y a un temps important libéré qui peut être employé pour travailler à l'extérieur, avoir un apport financier supplémentaire, pour également faire des études, pour faire autre chose que uniquement s'occuper de ces tâches. Ensuite vient peut-être le facteur principal, celui que vous avez nommé en premier, effectivement il est au centre du livre, c'est le progrès médical qui accompagne le progrès technologique. Il est l'une des externalités positives parce que c'est l'accumulation du savoir permise par cette technologisation croissante qui permet l'envolée du progrès médical. Et ce progrès médical a une importance pour tous, parce qu'il améliore les conditions de vie, la longévité, etc. Mais pour les femmes, il est absolument crucial parce que ce progrès médical permet de réduire la mortalité infantile. J'ai parlé de la mortalité infantile tout à l'heure en disant que au moment de la révolution néolithique, où nous sommes entrés dans le régime démographique traditionnel, la natalité avait d'abord augmenté et puis ensuite la mortalité infantile aussi. Et donc les enfants naissaient et puis beaucoup mouraient, ce qui faisait que les femmes étaient obligées d'en faire beaucoup.
Lorsque la mortalité infantile commence à décroître, cette pression commence à s'alléger. Et elle commence à décroître très tardivement, pas avant le 19e siècle, et plutôt à la fin que le début, par palier. La vaccination d'abord, l'asepsie, facteur très important, la pasteurisation du lait, la salubrité de l'eau, qui est améliorée. Et puis, le dernier coup, ce sont les antibiotiques, et c'est déjà au XXe siècle, qui font s'effondrer carrément cette mortalité. Les enfants ne meurent plus par les maladies infantiles infectieuses. Ce qui fait que désormais, dans le monde dans lequel nous habitons, il y a une chose absolument fondamentale qu'on ne mesure pas suffisamment, je pense, c'est qu'un enfant qui naît, c'est un enfant qui va vivre, qui doit vivre. Dans l'imaginaire de chaque famille, de chaque couple, l'enfant qui met au monde est un enfant qui doit vivre. Quand l'enfant ne vit pas, quand il ne survit pas, quand il est malade ou qu'il a un accident, etc., c'est un événement qui est tragique et exceptionnel. Euh, et il est exceptionnel parce qu'il l'est statistiquement. Euh, Ce qui avant était la chose la plus commune pour toutes les familles, il y avait quasiment pas d'exception. Toutes les familles perdaient des enfants. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est une exception totale dans notre société. Et ça change complètement la perspective. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants qui naissent peuvent vivre, eh bien, on peut en faire peu. Parce que on sait ils vont survivre. On n'a pas besoin d'investir dans 4, 5, 6, 7 enfants parce qu'on sait qu'une partie d'entre eux vont mourir. Voilà, et ce facteur, il est encore renforcé par l'existence des structures collectives qui, plus ou moins rapidement, selon les pays, se mettent en place en Occident. La protection sociale qui étend ces bienfaits du progrès médical, mais aussi la retraite qui fait que chaque individu n'est plus obligé de compter sur ses enfants pour ses vieux jours. C'est aussi un élément important. La vieillesse est aussi prise en charge collectivement. Donc, tout concourt à permettre aux femmes de faire peu d'enfants. Et là-dessus, mais c'est uniquement là-dessus qu'arrive, comme la cerise sur le gâteau, la contraception et le droit à l'avortement, qui sont habituellement mentionnés par les féministes comme des facteurs d'émancipation. Mais en fait, ce sont les derniers facteurs. C'est ceux qui parachèvent cette émancipation parce qu'en fait, dans un monde où les femmes sont obligées de faire beaucoup d'enfants parce que les enfants meurent, ni la contraception ni le droit à l'avortement n'ont d'importance sociale. Ça peut compter dans une situation individuelle particulière, mais au niveau du groupe, ce qui compte, c'est de faire survivre le maximum d'enfants. Ce n'est pas de réguler les naissances vers le bas. Voilà, donc c'est un peu l'ensemble de ces facteurs qui se conjuguent à peu près au même moment et très rapidement à l'échelle historique permettent une situation tout à fait nouvelle dans laquelle, en effet, à part les facteurs idéologiques, plus grand-chose n'empêche les femmes de participer à la vie sociale, à la vie économique, à l'égal des hommes. Ah oui, j'ai oublié une chose très importante, parce que bon, ça fait partie du même processus, mais il y a aussi un facteur spécifiquement économique, c'est-à-dire que le moment où l'industrialisation commence, c'est aussi, elle commence sous les elle se développe au même moment. Et ce capitalisme industriel, il a besoin de bras, et donc il a besoin des bras des femmes aussi. Donc il y a une demande de la force du travail des femmes. Donc il y a une espèce de rencontre entre des conditions qui permettent aux femmes de participer à la vie économique, parce qu'elles ont désormais le temps et les moyens, et une demande de la part de la société de l'économie qui a intérêt à mettre les femmes au travail. Donc ce sont ces deux éléments qui, en s'emboîtant, font que oui, les femmes commencent à entrer de manière massive sur le marché du travail, dans l'industrie et surtout après dans les services. Et cette entrée dans le monde du travail, eh bien, ça leur apporte l'indépendance financière, l'indépendance économique, qui est la pierre angulaire de l'émancipation de l'indépendance. D'accord, donc c'était très dense. Donc si j'ai bien compris, pour résumer, en fait, l'émancipation des femmes telle qu'on la connaît aujourd'hui n'aurait pas pu advenir en fait sans les progrès technologiques importants qu'on a eus justement ce siècle dernier. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on connaît aujourd'hui en termes d'émancipation des femmes n'aurait jamais pu advenir en fait s'il n'y avait pas eu toutes ces avancées technologiques. Et du coup, ça nous fait penser forcément un petit peu aux écoféministes et à Sandrine Rousseau en particulier, qui mettent un point très important à revenir à un espèce de mode de vie naturel qui aurait été beaucoup plus sain que celui que nous connaissons en réalité. C'est pas si vrai que ça, parce que en réalité, si on se passait des progrès technologiques que nous connaissons aujourd'hui, eh bien, les conditions qui ont rendu possible cette émancipation disparaîtraient en fait d'un coup.
Oui, c'est tout à fait ça. Vous l'avez bien formulé tout au début. Sans ces progrès, l'émancipation n'aurait pas pu avoir lieu. Ça ne veut pas Mm. dire qu'il y a un lien mécanique. Ce n'est pas parce que les progrès techniques sont là que forcément, tout de suite, de façon mécanique, on a une émancipation. On me pose souvent cette question à propos d'autres endroits sur Terre. Par exemple, J'allais je y sais venir, pas, ouais. bon, on va y Ouais, venir. Ce n'est pas parce qu'il y a le progrès technologique qu'immédiatement il y a l'émancipation des femmes. Les progrès techniques rendent cette émancipation possible. C'est-à-dire mm. que un état matériel donné de la société, il n'y a pas de détermination mécanique, mais il trace le périmètre des possibles, ce qui est Ouais, possible. Il y a pas mal de choses qui sont possibles, ça peut être plus ou moins avancé, plus ou moins rétrograde, mais on ne sort pas de ce périmètre. Ce qui n'est pas permis par le matériel n'est pas permis par le matériel. C'est comme ça. On ne peut pas se soulever par les cheveux. Ça n'existe pas. ouais, Euh, voilà. On ne peut pas sauter à 20 mètres sur Terre, au-dessus de la Terre. On peut peut-être le faire sur la Lune, parce que la force de gravité n'est pas la même, mais pas sur Terre. C'est pas possible. ouais. Euh, Effectivement, donc comme vous dites, ça pose la question du caractère primordial de ces conditions. Si ces conditions ont permis l'émancipation, qu'est-ce qui va se passer si on en est privé? Et en effet, dans ce domaine, vous l'avez dit, je trouve une grande partie du mouvement féministe, notamment de l'écoféminisme, en tout cas en Occident, d'une grande insouciance, on va dire. Mm. D'accord. Et donc, du coup, eh bien, la question suivante, c'est effectivement, même si vous avez en partie répondu, c'est pourquoi l'émancipation des femmes n'est-elle aussi importante et complète qu'en Occident? Parce qu'on le voit par exemple dans des pays comme la Chine ou dans les pays musulmans, eh bien, c'est des sociétés qui ont aussi connu l'industrialisation et pourtant, eh bien, l'émancipation des femmes n'a pas suivi le même tracé qu'en Occident. Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, le livre, il est centré sur l'Occident, forcément, parce que, Hmm. pardon, parce que c'est l'endroit où l'émancipation des femmes a été la plus complète, parce que c'est l'endroit où la révolution industrielle est née. En Occident, on peut observer le processus dans sa forme la plus parfaite. On peut dire que l'Occident a été placé dans des conditions vraiment idéales. Parce que rien n'est jamais monocausal, il y a toujours une conjonction de phénomènes qui permettent l'émergence d'une tendance. L'émancipation des femmes a pu advenir en Occident parce que il y a eu les conditions matérielles qui ont changé, mais aussi parce que par ailleurs, il y avait d'autres conditions qui l'ont soit accéléré, soit permise et qui ne l'ont pas empêché en tout cas. Il y a au moins deux facteurs importants qu'il faut mentionner. Au même moment où démarre la révolution industrielle, en Occident, il y a aussi le facteur religieux qui perd de son importance. Le christianisme est une religion qui, à partir des Lumières, on va dire, progressivement a perdu de sa vitalité, donc a perdu de son emprise sur les esprits. Et c'est vrai que la religion participait beaucoup à la justification idéologique de cette inégalité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'Occident, dès le départ, était placé dans une situation où, comment dire, le statut de la femme n'avait jamais été dégradé au même point que dans certaines autres parties du monde. Alors, quand on lit Emmanuel Todd, on peut relier ça aux structures familiales qui ont prédominé dans différentes parties du globe. Donc, en Occident, notamment dans le monde anglo-saxon, dans le bassin parisien, dans beaucoup d'endroits en Europe, on avait la prédominance de la famille bilatérale où la filiation se fait des deux côtés, qui était le type de famille qui d'ailleurs avait prévalu dans les sociétés primitives de chasseurs-cueilleurs avant la révolution néolithique, qui sont des familles où, même s'il n'y a pas d'égalité parfaite entre les époux, entre les hommes et les femmes, eh bien, le statut de la femme est relativement préservé. Il y a une certaine complémentarité des deux lignées, des deux partenaires. Contrairement à d'autres types de familles, donc il y a la famille souche où le statut de la femme est beaucoup plus fortement dégradé, et puis la famille communautaire, le vrai patriarcat entre guillemets au sens anthropologique du terme, c'est-à-dire une vie de famille par clan, avec plusieurs générations sous le même toit, des femmes qui sont échangées vraiment comme des objets, où oui, les femmes sont complètement confinées à la sphère domestique, elles n'ont aucun droit et à peine une existence. Donc ça, ce sont des familles des structures familiales communautaires qui ont dominé dans la partie centrale de l'Eurasie, notamment en Chine, et dans toute cette ère du Moyen-Orient et de l'Afrique, où le statut de la femme était
très bas. Donc, les femmes partaient de beaucoup plus bas. Donc, à mon avis, il y a trois facteurs. Le facteur temporel, à quel moment la révolution industrielle arrive, parce que les effets sur la condition des femmes se font en décalé, même en Occident. Donc, Ouais. une industrialisation très récente n'a aucune chance de bouleverser la société en quelques années, en 10 ans, en 20 ans. Ce sont des effets à long terme. Le deuxième facteur, c'est les autres phénomènes qui s'observent dans la société, notamment la force de la religion. Souvent, quand on me cite des pays, alors pas la Chine peut-être, mais les pays du Golfe, par exemple, qui sont très riches, très industrialisés, mais où la religion musulmane est très vivace. Et c'est effectivement une religion qui participe de la justification de ces inégalités. Et puis, le dernier facteur, ce sont les structures familiales qui ont prédominé dans une région et qui déterminent probablement une part d'inconscient de la force, la prégnance de cette idéologie. Donc voilà, l'Occident était dans une configuration parfaite. Ailleurs, il y a eu des vents contraires. Mais, juste pour conclure sur ce point, même dans les endroits les plus inégalitaires, le mouvement d'industrialisation a toujours signé une amélioration du sort des femmes. Peut-être une petite amélioration, une amélioration relative, mais il y a toujours eu un décalé, un certain effet sur la condition des femmes. Donc, à mon avis, c'est vraiment un facteur de possibilité fondamental. D'accord. Eh bien, on va avancer un petit peu. Et donc, dans le livre, vous montrez que l'émancipation de l'homme avec un grand H par rapport à la nature est donc, comme vous l'avez expliqué, le moment de l'émancipation des femmes, mais c'est aussi le moment de l'avènement de la consommation de masse et de la débauche de consommation d'énergie fossile. Et donc, c'est le moment où on a commencé peut-être aussi à frapper fort dans la nature et à la détruire. Et donc au final, eh bien, cet anthropocène est assez fragile parce qu'on commence à se demander si il est soutenable à long terme. Et du coup, si l'anthropocène est corrélé, pardon, au féminicène, donc à l'émancipation des femmes, eh bien, qu'en est-il de justement l'émancipation des femmes, puisque votre livre est, je pense, l'occasion de faire des prospectives sur ça, c'est-à-dire de se poser la question, eh bien, si jamais l'anthropocène disparaissait pour une raison ou une autre, que ce soit les rapports du GIEC qui finissent par convaincre et le réchauffement climatique qui nous pousse à un autre mode de production et de consommation, que ce soit un effondrement plus brutal. Voilà, qu'en est-il en fait de l'émancipation des femmes et de leur pérennité dans un contexte où eh bien l'anthropocène arrivera à sa fin? Oui, le livre a pour premier exergue, il a deux exergues. Il a une exergue de Bossuet qui dit qui connaît le passé peut conjecturer l'avenir. Donc, le détour sur l'histoire que je fais et que on vient de faire ensemble, pour moi, il n'était pas gratuit. Je n'avais pas comme idée d'écrire un livre d'érudition pour, je sais pas, une thèse d'histoire pour montrer à quoi est due euh, la domination masculine ou l'émancipation des femmes. Ce détour par l'histoire, il m'intéressait parce que effectivement, je m'intéresse à l'avenir. Et le livre, il est né d'une inquiétude, d'une inquiétude quant à l'avenir, quant au développement de notre monde et de la place des femmes dans ce monde. Et aussi, peut-être qu'on va y revenir après, d'une certaine inadéquation, il me semble, de l'état d'esprit de beaucoup de féministes d'aujourd'hui avec les enjeux de demain. Donc, en effet, si les éléments matériels de notre monde, cette infrastructure technologique qui nous entoure, c'est un élément, une condition de possibilité l'existence égalitaire entre les hommes et les femmes, eh bien, qu'est-ce qui va se passer si cette infrastructure est remise en cause, si elle en vient à être déstabilisée, fragilisée, ou pire, si elle s'effondre, qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour moi, il n'y a pas de doute dans le sens où, même si ce n'est pas mécanique, ce terme est important, ces éléments matériels sont une condition de possibilité. Donc, vous l'avez dit, sans progrès, il n'y aurait pas eu d'émancipation. Et sans ces éléments matériels, sans cette infrastructure technologique, ou un équivalent, quelque chose d'autre qui la remplacerait d'une façon satisfaisante, eh bien, à mon avis, il n'y a pas d'existence égalitaire possible. C'est-à-dire que si on retourne à une situation où la technologie nous fait défaut, où nous n'avons plus accès à l'énergie, par exemple, nous ne pouvons plus faire fonctionner nos machines, nous ne pouvons plus avoir cette productivité prodigieuse qui caractérise notre mode de production, nous ne pouvons plus avoir tous ceux qui, dans notre monde, externalisent ce travail de reproduction de l'humain au niveau de chaque cellule familiale, eh bien oui, on va inévitablement devoir s'organiser autrement.
et cette organisation nouvelle se fera au détriment des femmes, au détriment avec des guillemets. Il y a des conservateurs qui vous diraient que c'est une très bonne chose que les femmes retrouvent des rôles plus traditionnels. C'est vrai que je pars dans mon livre d'un présupposé que c'est plutôt une mauvaise chose. Je n'ai pas de problème à le dire. Mais voilà, s'il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne chose, ils peuvent trouver dans mon livre un motif d'espoir plutôt qu'un motif d'inquiétude. Mais en tout cas, il est de fortes chances que la remise en cause de cette infrastructure amène en retour vers des pratiques qu'on a un petit peu oubliées aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que c'est une inquiétude? Oui, vous l'avez dit. En fait, il y a deux crises qui risquent de se conjuguer à l'avenir, assez rapidement d'ailleurs. La première crise qui est connue depuis longtemps, enfin, la perspective de cette crise est connue depuis longtemps, depuis les années 70 au moins, c'est la crise des ressources. Une économie qui est fondée sur un recours massif aux ressources se heurte inévitablement aux limites physiques de notre monde et notamment de ces éléments utiles. Parce que tout dans notre monde ne nous est pas également utile, mais l'énergie est très utile, certains métaux sont très utiles. La science avance très vite, donc les sciento-optimistes espèrent qu'on trouvera toujours des remplacements, on trouvera d'autres manières de fabriquer de l'énergie, d'autres métaux pour fabriquer les appareils nécessaires. C'est possible, c'est probablement l'espoir de l'humanité, mais ce n'est pas garanti. Et ce n'est pas garanti notamment parce que la temporalité est complexe. Cette crise risque d'être assez rapide, pas totalement prévisible. Elle risque de ne pas se passer exactement comme on le prévoit, alors que le temps de la recherche est souvent long et difficilement modulable. Et puis également, vous l'avez dit, cette crise des ressources, elle entre en collision, elle se conjugue à une autre crise, la crise de l'environnement, le réchauffement climatique. Oui, le réchauffement climatique qui lui aussi ne se passe pas forcément comme on le prévoit, qui se passe assez rapidement. Et ces deux temporalités, ces deux crises qui risquent de se télescoper, peuvent éventuellement nous priver d'une issue heureuse. C'est-à-dire que c'est bien d'espérer dans la science, c'est probablement le domaine à investir le plus pour faire face à cette perspective, mais il ne faut pas se dire qu'une issue positive est garantie. Il n'y a absolument rien que le garantit, au contraire. Il y a de fortes chances que la transition soit compliquée, chaotique, qu'il y ait une certaine dégradation des conditions de vie, en tout cas au départ. Euh, Si on trouve rapidement des solutions, peut-être pas dans très longtemps, mais peut-être que si. En fait, l'avenir est très ouvert aujourd'hui. Il est très ouvert et il est effectivement assez inquiétant. Donc, dans le livre, j'explore les conséquences d'une possible dégradation. Je ne dis pas que cette dégradation est certaine. Je dis qu'elle est possible. Elle n'est pas si improbable que ça. Et face à ce danger qui me semble très important, étant donné l'importance du matériel, eh bien, voilà, j'essaye de comprendre ce qui va arriver aux femmes si le monde dans lequel on vit redevient un monde beaucoup moins technologisé, avec peu d'énergie, ce qui, il me semble, risque de conduire à un monde à la fois plus pauvre, plus chaotique, avec plus de violence, avec plus de conflits, à la fois intérieurs et extérieurs, donc un monde plus violent. Voilà, et donc c'est un monde où probablement la mortalité infantile risque d'augmenter de nouveau. C'est un monde dans lequel la force physique risque d'acquérir de nouveau de l'importance. C'est un monde dans lequel les conflits interpersonnels, physiques risquent d'être plus élevés. Et dans ce monde-là, oui, les femmes seront parmi les premières victimes. On se demande toujours qui seront les premières victimes de ces crises climatiques notamment. À mon avis, entre les hommes et les femmes, il n'y a pas photo. Les femmes étant très dépendantes de ces éléments matériels technologiques pour avoir une existence à l'égal des hommes, à mon avis, elles seront rapidement affectées. D'accord. Effectivement, pour aller dans votre sens, je suis assez d'accord avec ce que vous redoutez et ce que vous essayez de penser en termes de prospective. Et votre livre, d'ailleurs, m'a beaucoup fait penser, en fait, je sais pas si vous connaissez ce livre, mais à Ravage de Barjavel. Oui, bien Euh, sûr. voilà, Oui, donc j'ai vraiment, pardon, allez-y. non, non, je le cite à un moment, en fait, peut-être que Ouais, au moment justement où je dis qu'il est très difficile de prévoir avec exactitude ce qui peut se passer. Alors je donne quelques exemples historiques où il y a une dégradation, parce qu'on n'a jamais vu de société vraiment industrialisée qui se serait retrouvée à un stade antérieur de son développement. Il y a jamais eu de retour en arrière il y a eu des petits effondrements, pas de grands effondrements, donc c'est très difficile d'estimer ce qui va se passer exactement.
Mais il y a aussi, voilà, je cite quelques exemples d'imagination de gens qui ont réfléchi à ça, et je cite Ravage de Barjavel, oui. Ouais, Euh, Barjavel d'ailleurs qui explique qu'il a écrit ce livre parce que, en regardant autour de lui, il s'est rendu compte à quel point cette civilisation si puissante, si technologisée, exceptionnelle par rapport au passé, était fragile parce qu'elle dépendait entièrement de l'énergie. Et exactement. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé intéressant chez Barjavel. Barjavel qui est souvent critiqué par les féministes pour ce livre parce qu'on dit que c'est un vieux réactionnaire qui espère ce qu'il imagine, alors qu'en réalité c'est quelqu'un qui a pensé ce que vous pensez là, avec de l'imagination, moins précisément, mais en tout cas avec de l'imagination beaucoup plus tôt. En tout cas, c'est comme ça que j'avais vu effectivement Ravage de Barjavel, où il va jusqu'à imaginer en fait des relations polygames dans le cadre d'un effondrement de la société technologisée, parce que, ben, comme vous l'avez dit tout au long de cet entretien, il va falloir compenser en fait, eh bien déjà l'effondrement de la civilisation, le fait qu'il y ait plus de violence, il y aura plus de mortalité, mais également la mortalité infantile dont vous nous avez expliqué qu'elle a presque disparu grâce à la technologie. Eh bien là, elle va remonter en flèche et il faudra bien compenser ça pour continuer en fait à faire vivre l'humanité. Donc j'ai trouvé ça ouais effectivement très intéressant. Et du coup, ça me fait arriver au courant féministe, parce que parmi les courants féministes, en tout cas ceux que je connais, eh bien, il y a absolument aucun courant qui réfléchit à ces questions-là, à ces prospectives-là. On a l'impression aujourd'hui que, eh bien, ces acquis technologiques et cette émancipation de la femme, les deux en même temps, on a l'impression que c'est quelque chose qui est naturel. Vous le dites beaucoup dans le livre. On a l'impression que c'est quelque chose en fait qui est juste la base et desquels on sera jamais privé. Et du coup, personne réfléchit justement. En termes de féminisme, à comment en fait essayer de compenser ou de garder cette émancipation justement en cas d'effondrement de la société technologisée. Est-ce que vous connaissez des courants féministes qui font ça ou est-ce que justement c'est peut-être pour ça que vous avez fait ce livre justement? non, je n'en connais pas réellement. C'est effectivement la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. En fait, au départ du départ, il y avait les questions des antibiotiques. Parce Hmm. que, de par mon histoire familiale, je suis très sensibilisée à la question des antibiotiques, à leur existence, aux bienfaits qu'ils nous apportent et aussi à leur évolution, aux problèmes qu'ils vont connaître. C'est un détail dans mon livre, un petit sous-chapitre, mais qui a son importance. Quand je parle des crises qui nous attendent, parmi ces crises, il y a la montée de l'antibiorésistance, qui curieusement, ce n'est pas une conséquence de la crise climatique en rien, bien sûr, mais c'est quelque chose plutôt qui accompagne, qui connaît le même chemin un petit peu que le climat. On a beaucoup abusé des antibiotiques, on les a utilisés à tort et à travers, notamment dans l'agriculture, et aujourd'hui, la plupart des antibiotiques connus sont en train de perdre leur efficacité. Il y a des enzymes d'antibiorésistance qui émergent et des bactéries multirésistantes qui apparaissent et qui ne sont plus soignables par les antibiotiques dont on dispose. Et puis, il n'y a pas vraiment de recherche sur les nouveaux antibiotiques en cours, donc c'est très inquiétant. Très inquiétant, notamment pour la mortalité infantile, qui me semble primordiale. Donc ça, c'est un petit détail qui risque de nous affecter en plus du reste, c'est-à-dire qu'on risque d'entrer dans ce monde sans avoir ces médicaments miracles qui ont fait s'effondrer la mortalité infantile au XXe siècle. Alors, est-ce qu'il y a des femmes qui réfléchissent à ça? Par exemple, est-ce qu'il y a des femmes, des féministes, pardon, qui réfléchissent à l'importance des antibiotiques pour le statut de la femme? Non, je n'en ai pas rencontré. Et pourtant, elles devraient. C'est-à-dire que chaque fois qu'elles donnent du Clamoxyl à leur enfant qui a de la fièvre, qui a une angine ou qui a voilà, une infection bactérienne, elles devraient savoir que leur enfant survit en partie grâce à cette molécule qu'on lui administre. Que si demain cette molécule ne fonctionne plus, leur enfant qui ne se sent pas bien, qui est malade, peut-être va continuer à être malade, peut-être qu'il va mourir. Et qu'est-ce qu'un monde, je l'ai dit tout à l'heure, un monde dans lequel des enfants meurent régulièrement? Eh bien, c'est un monde dans lequel on en fait beaucoup plus, un monde dans lequel les femmes, parce qu'elles font beaucoup plus d'enfants, doivent commencer plus tôt, parce qu'on ne peut pas se projeter dans une vie en comptant faire un enfant à 40 ans si d'aventure cet enfant meurt. Donc c'est un monde dans lequel une vie émancipée est beaucoup plus compliquée à imaginer. Est-ce qu'il y a des femmes qui y réfléchissent, des féministes qui y réfléchissent? Non, justement, le livre part de là. Il me semble que les mouvements féministes actuels sont très centrés sur le présent
elles sont très très centrées sur le présent et puis sur un présent souvent, comment dire, un peu accessoire avec beaucoup de combats symboliques, beaucoup de combats bon, qui personnellement me semblent secondaires. Pas tous, il y a des combats qui sont très importants pour l'égalité salariale, contre des violences, etc. Tout ça, bien sûr, ce sont des choses très importantes. Voilà, donc beaucoup de très centré sur le présent, très centré sur la revendication des droits et de leur respect. Et le problème que j'y vois, c'est que dans le monde de demain, si nous avons cette déstabilisation de l'infrastructure, réclamer des droits ne va pas servir à grand-chose. Parce que Mm. les droits ne marchent que, et d'un, s'il y a un État stable pour les assurer, en fait, pour les faire respecter. Et deuxièmement, les droits ne marchent que si les conditions pour qu'ils soient respectés sont là. Je prends l'exemple de la pilule, par exemple, contraceptive, qui est un droit essentiel que les féministes, les femmes ont obtenu. Eh bien, c'est très bien d'avoir ce droit, c'est très bien de le défendre, de l'inscrire dans la loi, etc. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de pilules produites? S'il n'y a plus d'usine, par exemple, il n'y a plus d'énergie pour faire marcher l'usine, il n'y a plus de composants pour faire marcher cette usine. Si les pays qui produisent cette pilule, je ne sais pas, la Chine décide de la garder chez eux parce qu'ils en ont besoin aussi, si les transports se désorganisent, si voilà, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus le produit, si c'est plus distribué dans toutes les pharmacies de France? Eh Ouais. bien, il se passe que vous avez un droit, mais vous n'avez pas de produit. Donc, vous avez un droit théorique qui ne sert à rien. Donc, c'est juste pour rappeler l'importance de l'élément matériel derrière. Le légal, le droit, le symbolique, c'est important, mais la base, c'est le matériel. Et donc, il me semblerait salutaire, dans cette perspective possible de crise, que les femmes, les féministes se penchent sur ces questions enfin, c'est urgent, à mon avis. C'est urgent de se pencher dessus, c'est urgent de réfléchir aux manières d'amortir ces crises et de s'y préparer pour qu'elles ne se traduisent pas par une dégradation du statut des femmes trop spectaculaire. D'accord. Alors, à présent, j'ai quelques questions de réactionnaires à poser. Des questions un petit peu. La première, c'est il y a un axiome dans le livre qui est, ou alors je l'ai pas vu, mais qui me semble pas questionné, un point aveugle, c'est qu'on considère, d'ailleurs souvent, hein, c'est le cas dans tous les mouvements féministes, on considère que la liberté et l'émancipation de la femme, c'est en fait d'arriver à l'égal de l'homme, ce qui présuppose que l'homme est libre. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas questionné. C'est-à-dire, en gros, on parle d'émancipation des femmes, d'émancipation d'ailleurs par rapport à quoi? Par rapport à la nature, vous le dites très bien dans le livre. Est-ce que l'émancipation des femmes, c'est réellement d'être un homme comme les autres? Je sais que c'est pas dans le livre, je sais que c'est pas forcément le sujet, mais c'est une question qui m'a traversé à la lecture du livre, en fait. Oui, vous avez raison, c'est un présupposé. C'est un Mm. présupposé. Alors, en revanche, je suis pas d'accord avec vous. Dire que parler d'émancipation des femmes pour arriver à l'égal des hommes, ça veut pas dire qu'on présuppose que l'homme est libre. Ça veut juste Mm. dire qu'on attend le même degré de liberté. L'homme n'est pas libre, l'homme est très fortement déterminé, à des degrés très différents selon le milieu social, par exemple, selon son âge Ah. aussi, selon son état de santé, selon énormément de paramètres. L'homme est tout sauf libre. Mais l'homme a un certain degré de liberté. Et ce qui caractérise l'histoire des relations entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes ont toujours eu un degré de liberté un peu moindre. Elles Mm. aussi, elles avaient un degré de liberté différent selon les sociétés, selon leur âge, leur niveau de richesse, très important. Une femme riche n'était pas une femme pauvre, etc. Et selon, je l'ai dit, l'endroit où elle vivait et l'époque. Mais dans toutes les sociétés, toutes choses égales par ailleurs, les femmes avaient un degré de liberté un peu ou beaucoup moindre que les hommes, de même extraction sociale, de même âge, de même force physique, de même beauté, de même santé, etc. Donc pour moi, parler de l'émancipation des femmes, c'est un terme, comment dire, on peut le considérer comme neutre, on Mm. n'est pas obligé de lui donner un sens positif. Ça consiste effectivement à ramener les degrés de liberté des femmes, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire tous les autres paramètres à égalité, au même degré que celui de l'homme. Voilà, c'est tout. C'est le processus historique qu'on observe, c'est celui-là. C'est une égalisation des conditions entre les hommes et les femmes. Ça, voilà, c'est juste pour préciser comment je le définis. Après, il y a une question dans votre question, c'est est-ce que moi je considère ça comme bon? Eh bien, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vous avez dit, est-ce qu'une femme doit devenir un homme comme les autres? C'est une question profondément philosophique.
Mm. Simone de Beauvoir, dans son livre, par exemple, dans Le deuxième sexe, le premier tome du deuxième sexe que personne ne lit. Donc, dans ce premier tome, elle s'interroge sur ça, justement. Elle se dit, est-ce que les femmes et les hommes ont les mêmes aspirations ou pas les mêmes aspirations? Est-ce qu'ils ont le même destin ontologique ou pas? Alors, elle considère que l'être humain est un, il est différencié au niveau physiologique, mais ontologiquement, philosophiquement, je ne sais pas, existentiellement, l'être humain est un, et il est caractérisé par la même aspiration. Et pour elle, cette aspiration se caractérise par la possibilité d'avoir une action transcendante sur son destin et sur l'environnement, c'est-à-dire de créer, d'agir, d'explorer, et pas uniquement reproduire la vie et les conditions de vie. Et donc, elle dit d'ailleurs que c'est ce qui a déterminé cette coloration positive qu'ont reçu les activités confiées aux hommes, et plutôt négative pour les activités qui ont été confiées aux femmes, parce que les femmes étaient obligées, de par leurs caractéristiques physiologiques, d'être dans l'immanence de reproduire l'espèce. Elles avaient cette lourde tâche de faire des enfants, de les reproduire, et l'homme pouvait explorer l'environnement, avoir une action sur lui, créer ce qui est très exaltant pour l'être humain. Voilà, elle considérait que les hommes et les femmes ont cette aspiration fondamentale à l'intérieur d'eux et que la femme aspire à la même chose, d'où ce désir d'émancipation qui n'a pu se concrétiser que récemment grâce au progrès technique. Alors, je suis du même avis que Simone de Beauvoir, ce qui ne veut pas dire que vous l'êtes ni que tout le monde est obligé de l'avoir. Mais disons, Mm. avoir cet avis n'empêche pas de s'accorder sur les conditions historiques de ce qui s'est passé. Voilà, Bien sûr. à mon avis, ça, ce sont juste des observations. Bien sûr, non, non, c'est très intéressant et je suis pas loin d'être d'accord avec vous, mais la question m'a traversé quand même. Puis je voulais y venir plus tard, mais du coup, vous en avez parlé, donc je vais y venir maintenant. C'est que euh, quelque chose qui aurait pu intervenir aussi, c'est peut-être le fait, vous avez dit effectivement que l'activité des femmes a toujours été dévaluée, c'est-à-dire le fait qu'elles reproduisent le fait qu'elles reproduisent l'espèce, c'est quelque chose qui a été toujours dévalué par rapport à l'action des hommes sur l'environnement. Mais est-ce que, par exemple, à l'avenir, on pourrait pas réfléchir à peut-être moins d'évaluer et à essayer de sublimer justement le fait que les femmes, eh bien, reproduisent l'espèce et que on a tendance à l'oublier, mais sans ça, en fait, on ne serait juste pas là pour en parler. Ah, mais complètement. Je pense que la fonction des femmes était au contraire totalement centrale Hmm. pour, pour les sociétés humaines. Et c'est probablement aussi l'une des raisons pour lesquelles on les a protégées, par exemple, de la participation à la guerre. Parce que Hmm. les femmes devaient survivre pour faire des enfants qui eux-mêmes devaient survivre, sinon le groupe ne survivait pas. Il manquait plus que des femmes meurent à cause de blessures. Elles mouraient déjà dans les accouchements, etc. Donc, et d'ailleurs, beaucoup de sociétés ont sublimé cette fonction. Dès la préhistoire, d'ailleurs, la fonction de reproduction était toujours exaltée, chantée comme importante, naturelle, etc. Néanmoins, enfin, en tout cas, chez Simone de Beauvoir, moi, je pense que je suis d'accord avec elle. Je ne sais pas si ce sont des choses sur lesquelles on peut agir. Est-ce qu'on peut décider de valoriser ou ne pas valoriser quelque chose? Quand Simone de Beauvoir, elle parle de cette aspiration, elle ne parle, là, pour le coup, elle ne parle pas des normes sociales. Là, elle parle d'une espèce d'invariant anthropologique qui est inscrit dans l'être humain, une aspiration à cette action transcendante sur le monde qui, elle, lui semble universelle et qui lui semble expliquer pourquoi même les femmes elles-mêmes ont, comment dire, accepté entre guillemets la supériorité de l'homme. Elle dit les femmes n'ont pas été juste des jouets passifs de ce patriarcat, etc. Pourquoi elles ont elles-mêmes adhéré à cette présentation inégale de ces deux sortes d'activités? Eh bien, pour elles, parce que elles ressentaient elles-mêmes euh, le caractère désirable de cette action transcendante. Que les femmes, en fait, au fond, elles aspiraient elles aussi à ça, et bon, elles ne pouvaient pas le faire objectivement. Il n'y avait pas d'espace pour elles pour mener ce genre d'action. Mais bon, voilà, pour elles, c'est cette aspiration-là. Après, je vous accorde que ce sont des considérations très éthérées, invérifiables, tout à fait philosophiques. On peut en débattre. Mais oui, alors, si notre Pourquoi, excusez-moi, je vous place une parenthèse en fait. Pourquoi je vous amène sur ce terrain-là? C'est pas simplement parce que je suis pas d'accord ou parce que, mais parce que je me dis que c'est peut-être aussi une des solutions en fait que vous cherchez dans vos prospectives. C'est-à-dire que je me dis que si les conditions de l'émancipation telles qu'on les connaît
disparaissent, peut-être qu'il y a d'autres moyens d'émancipation auxquels on n'a pas encore pensé et que, eh bien, la valorisation de l'attachement de la femme à la nature et la valorisation de ce que permet la physiologie de la femme pourrait permettre peut-être d'amortir un petit peu la chute que vous craignez. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ce serait très sympathique, mais à mon avis, à mon- c'est un peu une société idéale, un peu bucolique que vous décrivez en fait, où il y aurait justement un peu comme la question que se posent parfois des gens, pourquoi est-ce que ces différences se sont traduites par de la domination et non pas donné juste une complémentarité, on aurait pu, etc. On aurait pu, mais on l'a pas fait. C'est-à-dire que Hmm. l'humanité est placée dans ces conditions, n'a pas réagi de cette façon. Et voilà, Simone de Beauvoir utilise l'expression impérialisme de l'âme humaine, et je suis assez d'accord avec elle. C'est une vision qui me semble méconnaître le fait que l'homme n'est pas justement un être idyllique, n'est pas un être parfait. Dès qu'il y a des avantages ou des différences, malheureusement, ça se traduit le plus souvent par des rapports de force. Pas dans tous les Ok. cas, pas individuellement, mais au niveau des groupes, oui, les Hmm. différences se traduisent en rapport de domination. Et donc, ça me semble peu probable. Mais bon, effectivement, si notre société évolue vers des sociétés agraires où la femme doit faire beaucoup d'enfants, il serait bon que, voilà, ce soit adouci par quelque chose. Mais il serait, à mon avis, encore meilleur d'essayer d'imaginer une manière de s'en sortir par le haut en préservant la possibilité pour les femmes de continuer à avoir cette action autonome sur le monde. D'accord. J'ai deux dernières petites questions avant de terminer l'entretien, qui a déjà été très dense. Euh, je me suis posé aussi la question, en lisant votre livre, du fait du déclin démographique, pardon, de l'Occident. Et je me demande justement si on peut pas lier en fait cette émancipation radicale qui avance toujours, même si elle avance pas très vite, parce que comme vous le dites, elle est quand même arrivée à presque à son terme. Est-ce qu'on peut pas lier l'effondrement démographique en Occident à justement cette volonté d'émancipation des femmes? Et cette volonté d'émancipation radicale, on voit aujourd'hui de plus en plus de gens qui nous disent voilà, on veut pas d'enfants parce que ça va altérer ma liberté, ça va altérer, ça va entraver ma libre jouissance de la vie, etc. Et du coup, est-ce qu'on peut pas lier les deux? Et du coup, si on peut les lier, eh bien, quelle est la solution, mis à part, comme dans Le meilleur des mondes d'Huxley, que vous citez beaucoup, bah, de faire des usines à bébés, en fait, pour pouvoir perpétuer l'espèce? Parce que, je le disais, c'est quand même juste la base, en fait, de la continuation de la vie sur Terre. Oui, c'est vrai, je cite Huxley, et je le cite après avoir parlé d'une féministe, d'une auteure féministe, Hmm. qui est très peu lue aujourd'hui, très peu connue, mais qui était bien connue à l'époque, dans les années 70, qui s'appelle Shulamit Firestone, une féministe américaine qui a écrit des choses très marquantes, parce que c'est celle qui a pris le plus pleinement la mesure de ce que je décris, c'est-à-dire du rôle de la technologie, du rôle des éléments techniques dans l'émancipation de la femme. Elle est complètement inconnue en France, très oubliée. Enfin, je l'ai jamais croisée de féministe qui la citerait aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a, mais je n'en ai pas rencontré. Et donc, Shulamit Firestone, oui, elle le dit, elle le revendique, en regardant le même processus que celui que je décris, que effectivement le bout du bout de l'émancipation complète, ce serait que les femmes arrêtent de faire des enfants. C'est-à-dire, avoir beaucoup d'enfants l'enchaîne beaucoup à cette fonction immanente. En avoir moins, ça la libère un peu, ça lui laisse un peu plus d'espace pour avoir une action sur le monde. Moins elle en a, plus elle est libre. Donc, le terme logique, l'accomplissement de l'émancipation, c'est de ne pas en avoir du tout. Et elle réfléchit à ce que vous venez de dire, donc des utérus artificiels. Aujourd'hui, il y a d'autres qui citent Peggy Sastre, par exemple, en parle aussi, euh, l'ectogenèse, donc voilà, fabriquer des bébés dans des éprouvettes. C'est une aporie, ça s'appelle une aporie. Vous voyez, c'est la dialectique s'accompagne parfois d'aporie, c'est-à-dire vous avez c'est une réalité. On peut pas dénier à Shulamit Firestone une certaine cohérence, une certaine logique. Et le problème, c'est que ça décrit un monde dystopique. Ça décrit un monde assez monstrueux, voilà, Matrix ou Huxley.
dans lequel on n'a pas très envie de vivre et puis qui semble méconnaître une grande partie de la psychologie humaine, l'importance de l'attachement, de la cellule familiale, de la vie privée. Enfin, c'est une espèce de... On est d'accord, je pense. Euh, donc, à mon avis, la seule, comment dire, réponse à apporter à ce problème, c'est l'humilité et l'acceptation d'une part d'imperfection. Voilà, on Est-ce ne qu'on peut pas. pourrait dire, est-ce qu'on pourrait dire, pour être un peu provocateur, qu'il n'est peut-être pas souhaitable qu'il y ait une émancipation totale des femmes? Bah, dans ce sens-là, oui. C'est-à-dire, si on suit la logique, oui. C'est-à-dire que s'il faut aller jusqu'à faire des bébés dans des éprouvettes, oui, c'est tragique. C'est Ouais. tragique. Après, c'est un choix à faire, collectivement, probablement, individuellement, je ne sais pas. Mais il est très peu probable que l'humanité le fasse. Ça me semble très improbable. Alors après, pour ce que vous dites du déclin de la natalité en Occident, est-ce que c'est dû à ça? Est-ce que c'est dû à cette tendance? Alors, ça ne concerne pas que les femmes. Les éléments que vous avez mentionnés, l'hédonisme, l'importance du Hmm. plaisir, de la Ouais, c'est vie, vrai. ça concerne tout le monde. C'est vraiment la tendance de cette société occidentale post-industrielle, oui, très centrée sur l'individu et son plaisir. Oui, ça concerne les femmes aussi. Il n'y a pas de raison. Et oui, elles veulent en profiter pleinement comme les hommes. Donc probablement que ça peut... Mais chez les hommes aussi, il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas d'enfants pour la même raison. Les femmes plus encore parce que ça les affecte plus. Mais du coup, Mais aujourd'hui, on se trouve toujours derrière cet homme qui serait émancipé et cette femme qui lui court après pour le rattraper. Et si tous les deux vont dans la mauvaise direction, on est mal barré. oui, tout à fait. Après, voilà, la direction que tous les deux Ouais, prennent je est à comprends, prendre. c'est pas le Oui, 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 tout à fait. sujet. On m'a posé la question plusieurs fois, mais vous vous dites qu'elles sont émancipées, mais de quoi est-ce qu'elles sont émancipées? Maintenant, elles bossent dans le système capitaliste, elles sont soumises au patron et ça. Je dis pas du tout qu'elles sont émancipées au sens philosophique, intérieur, spirituel du terme. Vraiment, le mot émancipation des femmes a pour moi une signification très simple, liée à l'étendue de leurs droits et possibilités par rapport aux hommes. C'est tout. Je ne parle pas du tout de leur liberté intérieure etc. C'est pas tout comme pour les hommes. Oui, donc je ne sais pas, oui, ce facteur doit jouer, mais cela dit, vous savez, dans la société actuelle, je le dis aussi beaucoup dans le livre, même les femmes qui ont des enfants, avoir des enfants aujourd'hui n'est pas aussi compliqué au niveau matériel que ça l'était dans les sociétés pré-industrielles. Donc une femme C'est qui vrai. aujourd'hui fait des enfants, elle fait plus de sacrifices de sa tranquillité personnelle que l'homme, parce que c'est elle qui est enceinte, etc. Mais il faut dire que par rapport aux sociétés d'avant, c'est très réduit. D'abord, on ne fait pas 9 enfants, on en fait un, deux, maximum trois. Deuxièmement, ces enfants, une fois qu'ils sont nés, ils peuvent être nourris artificiellement sans tomber malade et sans mourir. L'homme peut le faire aussi. Il y a des crèches pour les garder, il y a des nounous, il y a des écoles, ils sont pris en charge. Donc oui, c'est très rapidement, ça se transforme en un effort pour le couple plutôt que pour la seule femme. Aujourd'hui, même si le partage des tâches reste en partie inégalitaire, etc., mais n'empêche qu'il y a beaucoup plus de partage et beaucoup plus de prise en charge extérieure, ni par l'homme ni par la femme, mais par des structures collectives et puis cette infrastructure technologique qui nous entoure. Donc, voilà, ça reste difficile, mais ce n'est pas aussi difficile qu'avant. Après, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Bon, je pense que c'est une question qui dépasse mes compétences. Est-ce qu'il faut d'abord y remédier? Il y a des gens qui vous diraient que, au contraire, on est trop nombreux et que c'est une très bonne chose que la population décroisse. C'est une, ça demanderait de faire un livre à part, je pense, avec toutes les hypothèses et les Ouais. choses à explorer. D'accord. Eh ben, écoutez, merci. C'était un entretien vraiment très, très riche. Une dernière petite question. Si vous aviez trois livres à nous conseiller, quels seraient-ils? Trois livres qu'il faudrait, selon vous, impérativement lire. Pas forcément sur le sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs. Alors là, c'est une question piège. Vous auriez dû me la poser avant pour que je Un petit réfléchisse. peu. J'avoue, je le fais exprès. Eh bien, bon, alors, moi, je conseillerais le premier tome du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. Je le Ouais. conseillerais à tous et peut-être particulièrement aux féministes d'ailleurs, parce que je pense que beaucoup d'entre elles, je sais pas, soit elles ne le lisent pas, soit elles l'oblitèrent complètement, parce que c'est très étonnant l'oubli dans lequel il est tombé. Mhm. Peut-être le rapport Meadows pour réfléchir au devenir de notre monde.
Et puis le dernier, quel troisième livre je pourrais conseiller? Allez, on va dire Ravage de Barjavel. Ravage de Barjavel, ok. Eh bien, écoutez, ce sont de saines lectures et je vous remercie pour ces recommandations. Et puis, merci pour cet entretien. Donc, je le rappelle, on vous recevait pour ce livre qui est vraiment un livre très intéressant que je conseille à tout le monde, qui explore des choses qui n'ont pas encore été explorées, des perspectives qui n'ont pas été faites ailleurs que dans ce livre. En tout cas, je les ai pas vues. Donc, Féminicène, les vraies raisons de l'émancipation des femmes et les vrais dangers qui la menacent. On en a parlé tout au long de cet entretien. Merci Vera, merci à vous. Si, Cyril.